Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir aux étudiants, désolée pour le retard. Aujourd'hui j'avais prévenu Anna, je pense, de vous prévenir, je lui avais demandé de vous prévenir que je serai un petit peu en retard aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère vous retrouver, même si on a commencé avec une demi-heure de décalage par rapport à d'habitude. Voilà, ce soir, le live psycho aura pour objet le fait de parler de confiance en soi. Donc vraiment, j'espère vous voir nombreux et j'espère avoir autant d'interactions que les autres fois. Donc avec moi, le temps que je mette l'autre Facebook sur mon ordinateur, comme ça je peux mieux suivre vos réactions. Voilà, bienvenue à ceux qui se connectent. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus du fait d'avoir dû décaler un petit peu. Voilà, j'avais un petit contretemps avec une intervention que je faisais juste avant, qui s'est terminée un petit peu plus tard. Donc encore une fois, excusez-moi du décalage et du retard. J'espère que vous allez bien. Bonjour Audrey, bonjour Émilie. Alors je ne sais pas qui est la troisième personne, mais bonjour à vous trois. Donc ce soir on va parler de confiance en soi. Donc déjà j'imagine que c'est une thématique qui vous parle. Bonsoir Audrey. J'espère que c'est une thématique qui va vous parler et qui va vraiment vous apporter quelque chose d'important en lien avec ce qu'on a déjà fait sur les soirées précédentes. Donc encore une fois, le but c'est vraiment d'échanger, de pouvoir que vous puissiez poser des questions, présenter des cas, des situations et qu'on puisse les décrypter ensemble. Ça c'est aussi très intéressant. Le but c'est pas non plus que je vous abreuve comme ça de savoir et de connaissances et de références biblio. Voilà, j'ai vraiment pensé le dispositif d'une autre manière, plus interactif. Donc c'est tout l'intérêt de ces lives. Ok, alors hop, je vais essayer de mettre le live sur l'ordinateur en même temps, comme ça je peux suivre mieux vos commentaires. Ok, on est bon. Donc, par rapport au live déjà qu'on a fait hier, est-ce que vous avez des questions sur la connaissance de soi, sur voilà, est-ce que ça vous a éveillé des domaines de questionnement, ou est-ce que c'était tout ok pour vous, Audrey, Émilie? Déjà, est-ce que vous m'entendez ce soir? C'est vu qu'une fois on avait eu un problème avec le son. Aucune réponse. Ok. Encore une fois, il y a toujours beaucoup de décalage entre le son, l'image, les retours. Donc voilà. On va y aller tranquille ce soir. Le but, c'est vraiment de parler de confiance en soi. Donc vous allez voir que ça suit parfaitement le programme d'hier. Et j'avais terminé hier soir d'ailleurs en vous disant que finalement, la confiance en soi ne peut se faire et n'est effective et ne peut se développer que quand on est dans une bonne connaissance de soi. Pour une raison très simple, c'est parce que en fait, on ne peut pas avoir confiance en une personne qu'on ne connaît pas. C'est un peu le même principe que dans la rue, si vous croisez un inconnu, et ben de suite vous allez avoir une petite réticence, une petite peur, une petite appréhension. Et du coup, le principe, c'est d'avoir le même réflexe avec soi, c'est de se dire, bah, si j'ai une appréhension ou une peur, c'est peut-être parce que je ne me connais pas assez. Donc, vous voyez que c'est vraiment la suite de ce qu'on a fait hier. Le principe... Ah, pas de questions et on m'entend bien. Au top, Émilie. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, le principe, c'est vraiment de se rendre compte qu'au plus vous allez aller dans une démarche de connaissance de vous-même et d'acceptation, finalement, de ce que vous êtes aujourd'hui, au plus vous allez aller de plus en plus loin, en fait, sur la confiance en vous. Et souvent, les gens, ils veulent avoir confiance en eux, mais ils ne se rendent pas forcément compte, en fait, qu'il y a des étapes avant et que la confiance en soi, c'est l'aboutissement. En fait, la confiance en soi, c'est la fin de la démarche. Et souvent, les gens, ils veulent juste la confiance en eux, mais ils veulent pas forcément prendre du temps à se connaître, à faire des expériences, à s'accepter. Ouais, mais ça ne marche pas. La confiance en soi, ça part d'une connaissance de soi et d'une acceptation de qui on est pour pouvoir baser une relation de confiance. C'est exactement comme la confiance qu'on peut avoir par rapport à un partenaire, un conjoint, un compagnon. En fait, pour avoir vraiment confiance en lui, il faut le connaître. Ensuite, il faut l'accepter
tel qu'il est dans ce qu'on connaît de lui. Et puis enfin, bah, du coup, il faut apprendre à vivre des choses avec et à faire avec son fonctionnement. Et bien, c'est exactement la même chose sur la confiance en soi. C'est-à-dire que pour vous, vous allez avoir besoin de nouer vraiment une relation avec vous. La confiance en soi, c'est pas juste vous qui avez confiance en vous, c'est une bonne relation entre vous et vous. Vous voyez, on est vraiment sur ça. Ok, donc quand on parle de confiance en soi, en quoi on peut avoir confiance? De la même manière que hier je vous disais, la connaissance de soi, c'est la connaissance de plein de choses différentes. Et bien la confiance en soi, c'est la confiance en plein de choses différentes. Ça peut être la confiance dans sa capacité à pouvoir réfléchir, ça peut être la confiance dans sa capacité corporelle à pouvoir gérer les événements, ça peut être sa confiance en son intelligence, sa confiance en son potentiel relationnel. Bref, quand on parle de confiance en soi, on parle de plein de styles de confiance en soi. Et souvent, les personnes qui viennent et qui me disent « je n'ai absolument pas confiance en moi », en fait, c'est un raccourci un peu rapide parce qu'en fait, ils ont énormément confiance en eux pour plein de choses. Sauf qu'ils n'ont pas confiance en eux par rapport à certains points de confiance. Et du coup, ils généralisent très souvent le fait de bah oui, j'ai pas confiance en moi par rapport à ça, du coup, ça veut dire que j'ai pas confiance en moi. Mais non, ça veut juste dire que tu n'as pas confiance en toi par rapport à ça. Donc, ceux qui n'ont pas confiance en eux dans le live, là, ceux qui regardent et qui se disent généralement qu'ils n'ont pas confiance en eux, commencez déjà à vous poser la question, finalement, en quoi je n'ai pas confiance? Dans quelles circonstances, dans quelle situation je n'ai pas confiance en moi? Et c'est pas forcément toutes les situations, parce que, encore une fois, un principe biais cognitif de généralisation, vous voyez? Donc, on a tendance à survaloriser le négatif, donc là où on n'est pas pertinent, pas forcément à l'aise, pas forcément au top, on a tendance à survaloriser ça, alors que finalement, il y a plein de moments où vous avez confiance en vous. L'exemple de ça, c'est vraiment, je prends toujours l'exemple d'une patiente qui est venue un jour et qui m'a dit « je n'ai absolument pas confiance en moi ». Confiance en moi, je lui dis sur une échelle de 0 à 10, où est votre confiance en vous? Elle me dit, bah, elle est à 0. 0, vraiment 0 confiance en moi. Donc on discute. Et là, à ce moment-là, je lui pose des questions. Et là, je suis dans l'argumentation qui permet de déconstruire un peu la croyance, parce qu'on est dans le domaine de la croyance. Dire qu'on n'a pas confiance en soi, ça ne veut pas dire ne pas avoir confiance en soi, mais ça veut dire croire qu'on n'a pas confiance en soi, ou dire qu'on n'a pas confiance en soi pour faire croire à l'autre que c'est le cas. Ça peut arriver, il peut y avoir un petit effet manipulatoire aussi, pour attirer la sympathie, enfin voilà, ça peut avoir plein d'effets. Mais en tout cas, avec cette patiente-là, donc elle me dit vraiment zéro confiance en soi. En général, les gens ne disent pas forcément zéro, mais elle disait zéro confiance en soi. Si elle m'avait dit j'ai 3 sur 10, j'aurais pu lui dire directement, bon, ben, du coup, c'est pas que vous n'avez pas du tout confiance en vous, puisque vous avez une confiance en vous à 3 sur 10. C'est pas 0, c'est 3. Mais elle est arrivée avec un 3. Donc, j'essaye de voir dans quelles circonstances elle a pas confiance en elle, et vraiment on avait une généralisation énorme, c'est-à-dire qu'elle disait dans aucun domaine, je n'ai confiance en moi, dans aucun domaine, je ne peux absolument rien faire dans ma vie, ça m'empêche à tout faire. Vous voyez toutes les généralisations qu'on peut entendre, ce qui fait référence aux modalités. On avait parlé des métamodèles, métaprogramme, pardon, ça parle de métaprogramme global. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le global, il voit les choses en grand. Il généralise beaucoup. Et bien là, on est là-dedans. Donc, avec cette personne-là, et très souvent, les personnes qui disent ne pas avoir confiance en elles ont ce métaprogramme-là, au moins sur cette problématique, c'est-à-dire qu'ils généralisent le fait de ne pas avoir confiance en eux. Donc, avec cette personne-là, je creuse un peu pour voir, et puis à chaque fois, elle me généralise. Et du coup, je dis, mais vous êtes en face de moi. Et là, elle me dit, oui, et je dis, donc ça veut dire que vous avez eu assez confiance en vous pour vous lever et affronter la journée, assez confiance en vous pour prendre votre douche sans aide, assez confiance en vous pour vous habiller sans avoir peur de vous tromper, assez confiance en vous pour marcher sans avoir peur de tomber, assez confiance en vous pour me parler et me dire tout ça sans avoir peur de pas employer les bons mots ou de bafouiller. Donc en fait, je lui fais la liste de plein de choses qu'elle a faites avec confiance sans pour autant s'en rendre compte. Et ça, parfois, ça peut être un peu déstabilisant. Et en fait, au quotidien, on fait énormément de choses
avec confiance, et même avec tellement de confiance que finalement on ne valide même plus qu'on a besoin de confiance pour faire ça. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, un biais cognitif qui va sélectionner dans l'environnement les sources de problèmes plutôt que de valider ce qui est là, ce qui est sûr, ce qui est un repère. Parce que tout ce qui n'est pas saillant, tout ce qui n'est pas repérable, tout ce qui n'est pas un problème potentiel, bah, du coup, le cerveau va faire comme si c'était pas là. Par exemple, là, on est en train de discuter, bah, probablement que derrière moi, vous voyez plein de choses. Alors maintenant que j'attire votre attention dessus, vous le voyez, mais peut-être que si à un moment donné, on est en train de discuter, à un moment donné, votre cerveau va continuer de percevoir ce qu'il y a au fond, mais il ne vous la fera pas remonter à la conscience. Là, je vous le fais remonter parce que je suis en train d'attirer votre attention dessus, mais concrètement, le cerveau a cette capacité à sélectionner les informations selon si elles lui semblent importantes ou pas. Et importante ou pas, c'est selon si ça lui semble problématique, source de problème, ou une ressource potentielle, ou voilà, il a une grande capacité à pouvoir sélectionner les informations, et donc par rapport à la confiance, c'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que vous faites avec confiance, que du coup, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez tellement confiance en vous pour faire tout ça. Et donc, vous allez focaliser sur un truc, parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas assez confiance en vous pour parler en public. Ouais. En même temps, parler en public par rapport à tout le reste que vous faites avec énormément de confiance, c'est qu'une toute petite proportion en fait. Et puis en plus, on n'est même pas obligé de parler en public. Il y a plein de moyens d'éviter cette situation-là. Donc, dites-vous que quand vous vous dites j'ai jamais confiance en moi, j'ai une confiance en moi à zéro, voilà, dites-vous qu'en fait votre cerveau est juste en train. Oui, alors c'est un pagne qui vient du Sénégal parce que je suis à moitié sénégalaise, du coup c'est un pagne qui vient du Sénégal et que j'adore. Ok, donc du coup, il y a vraiment cette notion-là de ne pas vous laisser biaiser par votre cerveau qui sélectionne les informations pour vous. Et donc dans ce cas-là, quand vous vous entendez dire j'ai pas du tout confiance en moi ou vous entendez dire une autre personne qu'elle n'a pas du tout confiance en elle, demandez-lui de préciser. Parce que c'est pas la même chose de dire j'ai pas du tout confiance en moi ou de dire je n'ai pas confiance en moi dans telle situation. Alors souvent les gens qui ont tendance à généraliser, ils vont quand même généraliser même sur cette réponse-là. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire ben moi je peux parler à personne. Dès que je parle à quelqu'un, je suis en panique. Ok, en même temps vous êtes en train de me parler à moi et vous n'êtes pas paniqué particulièrement par le fait de me parler à moi. Vous voyez? Donc ça demande quand même un travail de recadrage. Donc nous on appelle ça du recadrage en PNL. En fait c'est la programmation neurolinguistique dont je vous parle des fois. Donc le principe c'est vraiment de recadrer la personne pour l'amener à préciser pour savoir quel est exactement le problème. Parce que dire ah oui effectivement t'as pas confiance en toi à quelqu'un, ben, finalement c'est juste valider un truc qui est tellement global qu'en fait ça veut rien dire. Vous voyez, vous êtes en train de le valider dans ce qu'il est en train d'élaborer sur lui, alors que concrètement, vous prenez la même personne qui aurait une autre façon de voir les choses et qui penserait que waouh, tout ce que j'arrive à faire dans ma vie avec confiance, ok, il y a ce petit truc là que j'arrive pas à faire, mais en même temps, c'est tellement pas important que du coup, j'ai vraiment confiance en moi. Sauf que le problème qu'on a par rapport à ça, et j'en viens à mon deuxième propos, c'est que bah, dans notre société, avoir confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose qui est particulièrement bien vu. Autant ne pas avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui peut ne pas être très bien vu, mais à la rigueur, c'est mieux vu que le fait d'avoir trop confiance en soi. On est vraiment dans une société où, dans les valeurs fondamentales, il y a le fait de ne pas déranger, il y a le fait de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de vagues, de ne pas trop sortir du lot, en fait. Et du coup, dans ce contexte un peu socialement construit comme ça, bah, du coup, quelqu'un qui arriverait qui dit oh là là, mais j'ai vraiment confiance en moi aujourd'hui, je suis vraiment bien, et ben il y aurait forcément quelqu'un pour le rabaisser derrière. C'est pas forcément méchamment fait, c'est qu'on est configuré comme ça. Alors évidemment, là je suis en train de généraliser, je dis on est configuré comme ça, il n'y a pas tout le monde qui est configuré comme ça, pas tout le temps, pas dans toutes les circonstances, et pas de manière aussi automatique. On est d'accord. C'est de la généralisation. Mais comprenez bien que dans notre société, avoir confiance en soi a une connotation qui peut être négative. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a vraiment cette notion où finalement la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu, en fait. Parce que on le relie au fait d'être parfois arrogant,
d'être parfois sans gêne, d'être parfois l'élément perturbateur, d'être parfois... Vous voyez, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément particulièrement hyper bien vues en société. Et donc, je vais vous amener vraiment à imaginer que en travaillant sur votre confiance en vous, vous allez travailler sur le fait déjà de vous changer la représentation que vous avez des gens qui ont confiance en eux. Parce que si vous voulez avoir confiance en vous, mais qu'en même temps, à l'intérieur de vous, ça fait « Oh là là, les gens qui ont confiance en eux, vraiment, c'est des gens sans gêne et c'est des gens qui, franchement, se la pètent et qui, franchement... » du coup, ça ne va pas amener votre cerveau à vous faire de vous quelqu'un qui a confiance en lui. En tout cas, vous n'arriverez pas à l'assumer en plus. Si vous n'assumez pas ça, concrètement, ça ne vous aidera pas à l'installer. D'accord? Donc, ayez déjà conscience de ça. Est-ce qu'il y en a déjà qui réagissent par rapport à ça? Par rapport au fait d'avoir confiance en soi et le fait que c'est pas forcément particulièrement bien vu. Le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est pas forcément bien vu non plus, mais il y a une notion d'excuser ça. Il y a une notion de compréhension, il y a une notion d'empathie qui vient se mettre quand quelqu'un dit « Ah là là, j'ai pas confiance en moi ». Ça attire quand même la sympathie des gens, en fait. Faut vraiment voir que ça a cet intérêt-là de dire qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, rappelez-vous, je sais pas, des amis à vous qui vous ont dit ça, quand ils vous ont dit « Oh là là, j'ai pas confiance en moi par rapport à telle ou telle chose », qu'est-ce que vous avez fait? Premier réflexe, vous les avez rassurés, vous leur avez donné la pêche pour pouvoir sortir de là, bref, vous vous êtes occupé d'eux. Donc, ça attire, socialement, c'est quelque chose qui attire la sympathie. De la même manière que la tristesse attire la sympathie, on est sur des expressions émotionnelles et des expressions d'attitude qui sont attractives par rapport à de la sympathie. Pas que, hein, mais entre autres. D'accord? Donc, si vous voulez avoir confiance en vous, demandez-vous d'abord quelle est la représentation que je me fais des gens qui ont confiance en eux. Avoir confiance en soi, c'est comment? Est-ce que c'est sauter de partout? Est-ce que c'est pouvoir se lancer des défis? Est-ce que c'est être à l'aise pour parler en public? Est-ce que c'est quoi exactement, en fait, avoir confiance en soi? Si vous saviez le nombre de patients qui viennent en cabinet avec cet objectif-là d'avoir confiance en eux, en fait, ils n'ont pas tous le même objectif. En fait, on pourrait dire ils ont tous le même objectif. Oui, bon, déjà, globalement, ils ont tous le même objectif, ils veulent tous être heureux quelque part. Donc, mais ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Encore une fois, avoir confiance en soi, pour certains, effectivement, ça sera parler en public, pour d'autres, ça sera réussir à s'assumer, des fois. Ça sera réussir à demander quelque chose, ça sera réussir... Voilà, demandez-vous, pour vous, la confiance en vous, de quoi ça parle, en fait. Parce que ça ne veut rien dire, c'est un mot valise, en fait. On peut mettre énormément de choses dedans. Donc, c'est vraiment hyper important de dire, ok, de quoi est-ce qu'on parle? Encore une fois, selon les cas, on peut très bien être sur un manque de confiance en soi qui s'exprime, notamment par rapport je sais pas, aux problématiques physiques, aux problématiques de santé, par exemple. Ça peut être, j'ai pas confiance en moi pour réussir à gérer si je tombe malade, ou si je suis un peu fébrile, ou si, voilà, ça peut être des choses un peu comme ça. Ou ça peut être effectivement plus relié au regard de l'autre. Et c'est très 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 fréquemment sur ça, en fait, qu'on parle de confiance en soi. Alors qu'en fait, finalement, pour le reste, vous avez confiance en vous. Si vous faisiez la liste là, dans le chat, je vous propose de faire la liste des choses pour lesquelles vous avez confiance en vous. Vraiment que chacun puisse mettre les choses. Et ça peut être les petites choses du quotidien, hein, toutes les choses que vous faites sans demander la confirmation des autres, sans douter, sans avoir besoin de valider ou de vérifier, ou voilà. Pas se saboter en procrastinant ou en faisant l'impasse sur certaines choses par la peur inavouée d'échouer. Alors là, tu me parles plein de choses. Mais en gros, donc ta confiance en toi, elle serait du coup pour toi sur le fait de réussir. Tu n'as pas assez confiance en ta capacité de réussir. Ça pourrait être ça, si je comprends en filigrane ce que tu es en train de me dire. Oui, ça peut être une confiance en soi qui se base sur le principe de réussite. Après, est-ce que tu parles de réussite dans l'absolu, ou est-ce que tu parles de réussite scolaire, ou est-ce que tu parles de réussir cette année-là particulièrement,
ou est-ce que tu parles de réussir certaines matières et pas d'autres, tu vois que finalement, même quand tu mets ça qui a l'air un petit peu plus précis, et ben, en fait, c'est pas précis du tout. En fait, on pourrait très bien aller cerner encore, parce que là, on reste sur des choses un peu globales. Ne pas se saboter en procrastinant, tu vois, on est sur des mots qui sont pas précis. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, on peut être sur ne pas avoir confiance dans ses capacités à réussir. Mais encore une fois, faudrait-il savoir ce que c'est réussir pour toi, en fait. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas avoir confiance sur un objectif qui n'est pas bien défini, en fait. On est vraiment là-dessus. Si la notion de réussite, hop, désolé, je bouge un peu l'écran. Si la notion de réussite, c'est lié au fait de réussir ton année, par exemple, bah voilà, si t'as pas confiance en toi sur ça, mais que tu as confiance en toi sur tout le reste, tu peux pas dire en fait que t'as pas confiance en toi de manière générale. Par contre, tu peux dire par exemple, bah, j'ai pas confiance. En plus, réussir, c'est le résultat. Donc le résultat, il t'appartient pas forcément. Parce qu'il appartient aussi au prof, au contexte, enfin bref. Mais ça peut être par exemple, je n'ai pas confiance dans ma capacité de pouvoir travailler de manière efficace pour passer sereinement mes examens, par exemple. Là, c'est que des choses qui parlent que de toi. Parce que passer les examens, ça t'appartient encore. Par contre, la note, encore une fois, je le redis à chaque fois qu'on parle des notes et tout ça, la note ne vous appartient pas. Il y a une partie qui est liée au travail que vous avez fourni et rendu, et il y a une part qui dépend de l'expérimentateur qui est lui-même dans un contexte où il a lu plein de copies avant, il va lire plein de copies après, il est dans un certain état émotionnel et la note ne vous appartient pas. Donc oui, par rapport à toi, du coup, on serait sur quelque chose qui serait de l'ordre de manque de confiance dans sa capacité à réussir, mais encore une fois, la réussite ne t'appartenant pas, qu'est-ce que tu entends exactement par réussite et qu'est-ce qui dépend de toi dans cette expérience de réussite et est-ce que tu as confiance dans ces capacités-là et dans ce qui t'appartient à toi. Tu vois le principe, c'est un peu tarabiscoté, mais tu vois le principe. Le but, c'est vraiment de spécifier, de voir ce qui dépend de toi et de vérifier, en fait, si tu as confiance en toi sur ça. Ok, confiance en moi, sortir de chez moi, voir mes amis, rendre des devoirs, faire du ménage et du rangement. Ok, donc Émilie, toi, tu as confiance en toi sur ça. Et c'est chouette déjà de s'en rendre compte. Encore une fois, les choses pour lesquelles vous avez le plus confiance en vous, ce sont les choses pour lesquelles vous ne rattachez absolument pas la notion de confiance. Vous voyez, c'est généralement les choses où, quand les autres n'y arrivent pas, c'est eux qui vont vous dire « Oh là là, mais tu es courageuse, tu y arrives, c'est chouette et tout. » Et vous allez dire « Ben non, c'est normal. » Si vous avez une réponse du genre « C'est normal », dites-vous que c'est normal juste parce qu'en fait, vous avez suffisamment confiance en vous pour pouvoir le faire. Et en vos capacités pour pouvoir le faire. Donc c'est une marque de confiance. Ok, donc Émilie, je pense à ce que je fais en ce moment. Ouais. Bah oui, en fait, vous faites tellement de choses dans votre vie pour lesquelles vous avez confiance. Vous vous rendez même pas compte, en fait. Vous avez assez confiance en vous pour là interagir dans le chat, pour faire la démarche de prendre conscience de vous et de vos fonctionnements en regardant un live Facebook. Vous avez eu assez confiance en vous pour allumer votre ordinateur ou votre téléphone sans avoir peur de ne pas y arriver. Je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à allumer leur ordinateur sans paniquer parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver. Je pense à ma mère, par exemple. Peut-être que vos parents sont un peu pareils, je ne sais pas, ça dépend des générations. Mais en tout cas, dites-vous que tout ce que vous faites avec confiance ne va pas de soi. Par exemple, le fait de marcher dans la rue, ben, il y a un moment donné où quand vous avez appris à marcher, la notion d'avoir confiance en vous pour marcher, on n'y était pas vraiment. Hein. Sauf qu'à un moment donné, vous avez pris confiance en vous, et à un moment donné, vous avez eu tellement confiance en vous que vous avez oublié que vous aviez confiance en vous pour faire ça. Et vous êtes là à focaliser sur les petits points sur lesquels vous n'y arrivez pas encore. Ok, c'est pas grave, vous avez déjà vécu des expériences pour lesquelles vous n'aviez pas assez confiance en vous, puis vous avez appris, puis vous avez eu confiance en vous, vous vous êtes félicité, et après, vous avez oublié que vous aviez confiance en vous. C'est un peu ça le drame en fait, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui,
Et quand vous allez y arriver, vous allez être très fier de vous. Et après, vous allez oublier d'être fier de vous parce que ça sera devenu normal, en fait. Donc c'est un peu ça qui est dramatique, en fait, au final. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de tout ce que vous faites dans votre vie avec énormément de confiance. Pour déjà redoser la balance, refaire la balance de la balance. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le but, c'est vraiment de rectifier les choses et de permettre au cerveau d'avoir une compréhension différente des choses. C'est normal qu'il ne voit que les problèmes parce que c'est ce dont il a besoin comme fonctionnement pour pouvoir les résoudre et pour pouvoir vous permettre de régler les choses et d'avancer. Mais vous avez aussi besoin parfois de valider en fait les choses. Alors, je pensais à un cas précis, avant ma reprise d'études, ne pas postuler aux appels à candidature à des postes de traduction à l'ONU, malgré les diplômes, plus de langues plus que demandé, plus encouragement des confrères de l'UNESCO qui ont plus d'ancienneté. Donc en gros, tu as plein de feux verts autour de toi, plein de trucs qui te disent ouais vas-y tu peux, et toi tu es en mode bah en fait tu te poses la question de ta légitimité de ce que je peux lire. La légitimité et la confiance en soi sont très très liées. Là, on parle vraiment de la légitimité, c'est-à-dire, du coup, elle n'a pas peur de postuler, mais elle n'a pas peur d'être légitime pour postuler, puisque ce dont elle me parle, c'est pas du regard des autres et tout ça, c'est le fait d'avoir la capacité et les diplômes et les langues et tout ça. Donc, on est plus sur une question qui est en lien avec la légitimité. Dis-toi clairement que alors ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à penser par rapport à vos candidatures de stage, de mémoire, enfin si vous voulez postuler à des thèses, si vous voulez postuler à quoi que vous vouliez, partez du principe que la décision ne vous appartient pas totalement. Ça va vous aider dans les deux sens, dans le sens positif et si la réponse est négative. C'est-à-dire que quand vous demandez, même quand vous postulez à un poste, concrètement, il faut aussi avoir en tête que si vous ne convenez pas à l'autre, l'autre va vous le dire. Ou en tout cas, si vous ne le dites pas, c'est de sa responsabilité. Vous voyez, donc, il faut vraiment laisser sa responsabilité à l'autre. Vous présenter tel que vous êtes et voir si l'autre accepte la personne que vous êtes ou recherche la personne que vous êtes ou accueille la personne que vous êtes. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire à 100% qu'il est sûr d'être exactement la bonne personne pour tel poste. Il peut en être sûr et pour autant être à côté de la plaque. Vous voyez, parce qu'on est dans du relationnel, parce qu'on est dans des conjonctures. Des fois, il y a des postes qui sont ouverts, mais en fait, ils sont déjà plus ou moins donnés. Donc, n'ayez aucun scrupule à postuler là où ça vous chante, là où vous vous sentiriez bien, là où ça vous parle, en fait. Et laissez vraiment la capacité à l'autre à décider si ça lui convient ou pas. Donc là, par rapport à l'UNESCO, quand tu dis par exemple, je n'arrive pas à postuler parce que malgré le fait que j'ai tout ce qu'il faut et tout ça, ok, donc en fait, tu leur fais même pas confiance dans leur capacité à trancher si tu corresponds au poste ou pas. Donc en gros, tu es en train de remettre en question leur capacité de jugement. Alors que si tu postulais, bah, du coup, ils auront l'occasion de voir si tu conviens ou pas. Tu vois le principe? C'est vraiment de renverser la vapeur, de ne pas en faire un problème de confiance en soi, mais un problème aussi de jugement de l'autre, en fait. Parce que si tu pensais qu'ils étaient en capacité de pouvoir juger qui est bien ou pas dans leur équipe, bah, du coup, tu pourrais leur soumettre ta candidature et les laisser trancher, en fait. Je te provoque un peu, hein, mais c'est l'idée vraiment quand on est dans une démarche de recherche d'emploi et tout ça. Faites votre part et l'autre va faire sa part. C'est pas que vous, c'est pas parce que vous postulez que vous allez être pris. Je veux dire, c'est à l'autre aussi de prendre ses responsabilités et de faire ses choix. Souvent, dans ce cas, on va se dévaloriser si on n'est pas pris. Je n'ai pas la capacité, je ne suis pas assez bon. Alors qu'en fait, ça peut être pour plein d'autres raisons. Encore une fois, vous êtes responsable de votre part, c'est-à-dire de postuler. Vous êtes responsable de votre CV, vous êtes responsable, voilà, ça c'est de votre côté. Par contre, ce que l'autre en perçoit, ce que l'autre en reçoit, les besoins de l'autre, ça appartient à l'autre. Donc, le but vraiment, Émilie, je te rejoins aussi sur le fait qu'on a tendance à se dévaloriser, à dire je suis pas assez bon, je suis pas capable, ça c'est que des excuses en fait. Et encore une fois, c'est prendre la responsabilité entière de l'interaction, alors que
on est vraiment sur une offre de service. Souvent, on a une histoire de je postule, donc c'est eux qui ont le pouvoir, et parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les postes et tout ça, et puis moi, je ne suis qu'une toute petite chose qui postule. Non. Quand je fais et je fais souvent ça d'ailleurs, des stages de retour à l'emploi pour des femmes. Souvent, je fais ça pour des femmes, justement, qui ont vécu des expériences de vie où elles ont été séparées ou coupées du milieu de l'emploi pendant très longtemps. Et moi, je travaille justement sur le fait justement de leur redonner confiance et de les revaloriser, et en tout cas de les revaloriser pas plus que nécessaire, juste à leur juste valeur en fait. Euh, le but, c'est vraiment qu'à un moment donné, elles ne voient pas l'autre comme ayant tout le pouvoir et nous comme petites choses toutes petites qui sont grappiller un petit bout des richesses de l'autre. Non. Alors, je sais pas si c'est Émilie. Non, je crois que c'est Soumaya. J'ai toujours du mal avec ton prénom vu qu'il est marqué en arabe et que je lis toujours pas l'arabe. Je suis désolée. Mais je pense que c'est Soumaya si je me souviens bien, mais je peux me tromper. Donc si je me trompe, excuse-moi déjà. Mais en tout cas, si c'est Soumaya, le truc c'est juste de dire ok, il est pas là, ton employé. L'UNESCO, ok, c'est grand. Ok, c'est grand, c'est réputé, c'est renommé. Ok. Mais n'empêche que c'est composé que de personnes qui font comme toi, qui dorment, qui mangent, qui vont aux toilettes, qui prennent leur douche. Des êtres humains. T'es pas moins bien qu'eux, t'es pas mieux qu'eux non plus. C'est juste de dire, en fait, c'est une histoire de rencontre entre êtres humains. Il faut revaloriser les choses. C'est toi qui les mets tout en haut. Alors ok, tout le monde met l'UNESCO et l'ONU tout en haut. C'est pas une raison pour dire que c'est vrai, en fait. C'est vraiment une histoire de, de vision des choses et une histoire de te percevoir. Toi, t'es pas qu'une petite chose. T'es une personne qui parle plusieurs langues, qui a un vécu, qui a forcément des expériences et des compétences à partager. Donc le but, c'est de revaloriser les choses. Dans tous les cas, la personne avec qui tu vas devoir traiter pour ce poste sera une personne humaine face à une autre personne humaine. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Tu n'es pas... C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Vous êtes des êtres humains. Tu es une personne, non pas qui demande un emploi, mais qui propose un service, qui propose des compétences. Rien que de le formuler différemment, déjà, ça change énormément de choses. Il y a vraiment cette notion de pas partir perdant dès le départ ou pas partir petit dès le départ. Le but, c'est encore une fois pas de trop avoir confiance, trop confiance en toi parce que ça serait mal vu, même si c'est dommage. Mais le but, c'est vraiment que toi, tu arrives à dire, ok, en fait, j'ai des compétences, je leur propose, s'ils en veulent, si ça leur parle, si ça leur convient, s'ils en ont besoin à ce moment-là, tant mieux, ça se fera. Si ils n'en ont pas besoin, qu'ils ont déjà tout le monde qu'il leur faut, s'ils ont des meilleurs profils, si peu importe, même si, imaginons que ça soit ta tête qui ne leur revienne pas sur ton CV. Ok. En même temps, tu as vraiment envie de travailler avec des gens qui te jugeraient sur ton CV et sur ta tête. Vraiment. Donc le but, c'est vraiment de relativiser les choses, d'être dans la proposition et non pas dans le fait de postuler. Il y a toujours ce truc de postuler, les demandeurs d'emploi. Je trouve que d'entrée de jeu, ça biaise la balance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a beaucoup plus de poids que l'autre, quoi. En tant que demandeur d'emploi, vous êtes un petit oiseau qui peut s'envoler sans incidence, ou alors au contraire, c'est le grand truc sur un piédestal, et puis vous êtes un tout petit mécréant tout en bas, il y aura mon seigneur, prenez-moi, jetez-moi une pièce. Non mais c'est du délire là, faut arrêter. Donc je vous propose vraiment d'avoir une notion de, ce sont des êtres humains, tu es un être humain, ils recherchent du monde où ils ont des besoins, toi tu as des compétences pour répondre à leurs besoins. En fait, des fois, je me dis, finalement, ça serait bien aussi de le formuler dans l'autre sens. Plutôt que de voir celui-là comme un demandeur d'emploi, celui-là, il serait comme un demandeur de compétences. Tu vois? Juste de pouvoir se dire, finalement, on pourrait voir les choses d'un autre point de vue. Bien sûr, notre société nous formate à survaloriser la valeur de l'argent, la valeur du pouvoir, la valeur les valeurs hiérarchiques et tout ça. Mais quand ça te bloque, change ton point de vue, change ton regard. La personne que tu vas rencontrer en entretien, rencontre-la comme si tu rencontrais un être humain. C'est un être humain. Ne t'arrête pas à sa fonction, à son présupposé pouvoir. Voilà, ça se trouve, il n'est même pas à l'aise avec. Donc, on ne connaît pas les gens. Donc, le but, c'est vraiment d'aller en tant qu'être humain qui va proposer quelque chose de lui, proposer son temps, proposer, voilà, si l'autre veut pas,
toute façon, tu n'as pas envie de travailler pour des gens qui ne veulent pas de toi. Donc, tout va bien. Alors, tap, tap, tap. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions. Hop. Peur paralysante. Autre exemple, je suis douée en peinture. J'aime bien le doué en peinture. J'ai le problème de la toile blanche. Dès que j'arrête pendant un temps, comme un vrai obstacle matériel, et souvent, je n'achève pas mes toiles. Ok, donc ça peut être lié effectivement, alors moi je dirais, au paradigme peur de l'échec, peur de la réussite. Tu vois? C'est-à-dire que de ne pas aller jusqu'au bout, comme ça tu ne te donnes pas la possibilité de voir si c'est bien ou pas à la fin, parce que de toute façon c'est pas fini. Tu vois? Donc ça vaudrait le coup pour toi, justement, de faire un travail sur le fait de t'obliger quelque part à aller jusqu'au bout de quelque chose. Tu vois, par exemple, là, même sur l'histoire de l'UNESCO, t'es pas allé jusqu'au bout. T'as pas vraiment postulé. Tu vois, t'as entamé le truc parce que tu y penses. Je t'aurais pas dit ça si tu y avais pas pensé. Tu nous en parles, donc tu y as pensé, ça a élaboré, ça a pris un peu d'énergie, mais t'es pas allé jusqu'au bout. Donc peut-être autant pour la peur d'échouer et de ne pas être prise, que pour la peur de réussir. Peut-être que si tu commençais à réussir, peut-être que ça bougerait trop ton paradigme de je peux pas y arriver, je peux pas réussir, et que ça serait compliqué pour toi. Donc là je dis ça pour Somaya, mais je dis ça aussi de manière générale, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent, la peur d'échouer et de réussir. Très souvent on identifie la peur d'échouer, mais on n'identifie pas quand même qu'il y a la peur de réussir. Voilà. Donc par rapport à l'UNESCO, vu que tu vois ça comme un truc grand, peut-être que tu as aussi peur qu'ils te prennent, en fait, vu qu'il y a le problème de la légitimité. C'est-à-dire que s'ils te prennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es valable, ça veut dire que tu as des compétences, tu as des capacités, tu pourras plus te cacher derrière ton manque de confiance en toi, de manque de capacité, le manque de je sais pas trop quoi. Tu vas devoir faire le job et du coup tu prends le risque d'être jugé par rapport à ta vraie valeur, à la valeur de ce que tu fais, en fait. Ce qui n'est pas forcément ta vraie valeur. Je retire ce que j'ai dit. Mais en tout cas, effectivement, là, je vois le côté sabotage, mais autant dans la peur d'échouer que dans la peur de réussir. Est-ce que je suis claire sur ce point-là, pour vous? Dites-moi. Dites-moi si je suis claire sur la peur d'échouer, la peur de réussir, le fait que finalement, quand on a l'un, on a souvent l'autre aussi. Parce que du coup, réussir, ça a des conséquences. Il y a même des gens finalement qui sont plus à l'aise avec la peur d'échouer. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas faire, ou qui vont pas postuler, qui vont arrêter avant même de postuler, plutôt que la peur de réussir. Ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire que si les gens te prennent, encore une fois, ça valide des choses, ça veut dire que ça implique de partir ou de réaménager ton quotidien, de valider toi-même que tu as des compétences. Enfin bref, c'est compliqué. Alors oui, c'est clair, je pense que c'est par rapport au lien entre peur d'échouer et peur de réussir, c'est ça Audrey? Si je te suis. Et par rapport à la peinture, Soumaya, je t'invite vraiment à finir une de tes peintures, puisque tu dis que tu n'en finis, tu n'achèves pas tes toiles. Alors je ne sais pas si tu n'en as jamais achevé, encore une fois, il y a peut-être une généralisation là, mais en tout cas, déjà décide qu'à un moment donné, elles seront achevées. Parce qu'il y a des gens qui n'achèvent jamais rien parce que juste ils n'ont pas décidé quand est-ce que ça serait achevé. Parce que finalement, quand est-ce que tu sais qu'une toile est achevée? Il y a toujours moyen de la fignoler, toujours moyen de. Enfin, une toile, il y en a, ils ont peint sur une seule toile pendant des siècles, hein, des années, hein, sans problème. Il y a Émilie qui dit ah oui, je comprends, et c'est tellement vrai. Ben oui, tout à fait. Non, des fois je dis des bêtises, mais des fois je dis des trucs. Je dis des trucs qui ont un peu du sens aussi. Mais oui, en fait, on focalise beaucoup sur la peur d'échouer, comme si c'était la seule peur qu'on avait, alors que très souvent, on a aussi la peur de réussir, notamment quand il s'agit d'études ou de postes, parce que réussir et décrocher un poste, ça veut dire énormément de changements derrière. Ça veut dire encore une fois changer de ville, changer, enfin ça dépend, hein, ça dépend des postes, mais ça peut dire changer de ville, changer de rythme de vie, ça peut dire changer, devoir rencontrer des nouvelles personnes, changer de tâche toute la journée, de ne pas faire la même chose. Ça peut être aussi flippant si par exemple vous devez changer de niveau de vie. Par exemple, si vous avez toujours été avec un niveau de vie bas et là vous visez un haut poste et du coup vous allez gagner beaucoup d'argent, ça peut être hyper flippant sans même s'en rendre compte. Autant on peut en avoir envie, en parler autant qu'on veut, mais quand ça devient concret,
ça peut totalement déstabiliser une personne. Il n'y a qu'à voir les gens qui gagnent au loto, il y en a beaucoup qui sont énormément perturbés par ça. Parce qu'ils changent de niveau de vie, ça change leurs rapports sociaux, ça change leur manière d'être avec leur entourage, enfin plutôt la manière d'être de l'entourage par rapport à eux et du coup d'eux par rapport à l'entourage. Donc c'est la peur de réussite, c'est vraiment de réussir, pardon, c'est vraiment quelque chose qui est hyper présent, mais qu'on n'identifie pas parce qu'on dit toujours que réussir c'est bien et que échouer c'est mal. Mais en même temps, échouer c'est préserver ce qu'on connaît, alors que au contraire, réussir c'est parfois tout changer. Alors là, je vais brancher mon téléphone, dites-moi si vous m'entendez encore après. Parce que la dernière fois, je crois que c'est ça qui a fait bugger le son. Donc dites-moi si vous m'entendez encore après. Alors, changer de pays, repasser par le cauchemar des demandes de titre de séjour. Ouais. Donc là, on est clairement là-dedans, sous Maya. C'est-à-dire que si tu réussis ça, c'est coûteux pour ton cerveau après. Donc peut-être que ton cerveau essaye de ne pas avoir à gérer tout ça parce que tu parles toi-même de cauchemar et que le cerveau n'aime pas forcément beaucoup les cauchemars. Donc il y a vraiment cette notion-là en fait de est-ce que tu n'aurais pas peur finalement de réussir. Cauchemar sans dés, pardon. Ouais, moi j'en mets toujours des dés aussi à cauchemar. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un mot qui pourrait très bien se mettre avec un dé. Voilà, comme un homard, cauchemar. Nickel. Avec un dé, moi ça m'allait. Ça m'a même pas choqué, j'en mets tout le temps. C'est terrible. Ok. Donc, le principe, c'est vraiment de se dire, ok, la confiance en soi, c'est un terme global, général. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont un problème de confiance en eux, je les invite à faire la démarche suivante. Prenez un papier, un crayon, et déjà, on va commencer par... on entend toujours... Ah, super. Au top. On a de la chance. Donc, prenez un papier, un crayon, et vous allez noter votre niveau de confiance aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant. C'est-à-dire, vous allez vous interroger, alors, trouvez une position confortable, et vous allez dire, ok, là, tout de suite, là, maintenant, mon niveau de confiance en moi, sur une échelle de 0 à 10, il est comment? Alors, il y en a certains pour qui il va falloir un petit peu de temps et tout ça. Et vous allez vous mettre un chiffre entre 0 et 10. 10 étant vraiment le summum de la confiance en soi et 0 étant impossible. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une confiance en soi à 0. Ça n'existe pas. Donc, mais en tout cas, allez vraiment sur cette quantification, sur cette codification. Et oui, on dit cauchemardé. Non, mais ça, c'est la langue française. Ça ne nous aide pas, je suis désolée. Donc, prenez confiance en vous. Non, pas prenez confiance en vous. Prenez donc votre papier, votre crayon. Mettez de 0 à 10 votre niveau. Ok. Et après, vous allez vous faire un peu un check des sous-niveaux. Vous voyez? Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de confiance en vous sur le plan, je sais pas, sur le plan amoureux, par exemple. Sur le plan amoureux, voilà, mon niveau de confiance en moi, il est de, je sais pas, et vous mettez le chiffre. Puis sur le plan scolaire, vous voyez? Donc sur le plan scolaire, ma confiance en moi, ben là, elle est peut-être un peu plus élevée ou un petit peu plus basse. Voilà. Donc vous allez faire finalement un check un peu par domaine de vie, en fait. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des domaines où vous avez beaucoup plus confiance en vous que d'autres. Donc ça vaut le coup vraiment Ouais, je pense qu'il faut faire une pétition auprès de l'Académie française pour qu'on remette ce dé à la fin de cauchemar. Bon, ça me semble logique. Prenons confiance en nous et allons lutter pour un dé à la fin de cauchemar. Je pense que c'est la base, en fait. C'est la base, le dé à la fin de cauchemar. On part en live, là. On part en live. Ok. Donc, essayez de suivre un petit peu quand même. Donc, vous allez tout simplement donc, faire par niveau de vie, je sais pas, votre relation, à quel point vous avez confiance en vous par rapport je sais pas, à votre niveau de conduite, si vous apprenez à conduire, par exemple. Ou à quel point vous avez confiance en vous par rapport à votre relation avec vos parents, par exemple. Ou pour dire, pour dire ce que vous pensez. Vous voyez? Vraiment,
de pouvoir vraiment être dans cette démarche d'affiner en fait, d'affiner votre diagnostic personnel, puisque je ne suis pas avec vous, donc je ne peux pas vous aider pour faire votre diagnostic et je ne vous vois pas. Mais en tout cas, voilà, d'affiner vraiment ça. Ça peut être aussi quel est mon niveau de confiance en moi pour la gestion de la vie quotidienne. Me faire à manger, gérer mon alimentation, gérer mon hygiène. Vous voyez, des choses comme ça finalement pour lesquelles vous avez quand même relativement confiance en vous. Et vous allez voir que finalement, ça va vous aider à affiner le diagnostic. Et même si on prend le niveau scolaire, imaginons que vous ayez 5 sur 10 de confiance sur le plan scolaire, on est d'accord que scolaire, c'est très très large encore. Du coup, posez-vous la question, le scolaire, c'est composé de quoi? C'est composé de aller en cours, passer des examens. Aller en cours, travailler à la maison et passer des examens, par exemple. Ça peut être ces 3 domaines-là. Ok. Quelle confiance en moi j'ai par rapport au fait d'aller en cours? Ça peut être, là, aller en cours, ouais, ça va. J'ai confiance en moi, j'y vais, je suis tranquille, je suis plutôt sereine quand je vais en cours. Allez hop, je suis à 8 sur 10. Ok, très bien. Par rapport au fait de travailler chez soi. Par contre, travailler chez moi, c'est difficile, j'ai vraiment pas confiance en moi pour me mettre à bosser et tout ça. Donc on voit déjà qu'on ne parle pas de travailler chez soi en général, on parle de se mettre à bosser, par exemple. Et en élaborant, vous allez cibler en fait un peu plus précisément le problème et vous rendre compte que tout le reste va bien, en fait. Donc le but vraiment de ça, c'est devenir un peu plus spécifique par rapport à votre notion de confiance en vous. Et à la fin, vous arriverez à dire, alors en fait, j'ai réussi à trouver, en fait, je n'ai pas confiance en moi pour parler en public quand il y a plus de 10 personnes et que c'est sur un sujet que je ne maîtrise pas totalement. Et en anglais. Vous voyez, vous allez tellement affiner qu'en fait, vous allez voir qu'il y a plein, ça va réouvrir plein de portes que vous aviez fermées parce que vous aviez le paradigme de j'ai pas confiance en moi. Et ça va vous permettre de vraiment cibler le problème. Vous voyez? Donc soit du coup, ça sera tellement ciblé que vous allez pouvoir choisir de ne plus vous confronter à ça ou de vous y confronter différemment, en fait. Ça va être par exemple, pour ce truc-là, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi? C'est le fait de, par exemple, de ne pas être sûr que j'ai une bonne diction en anglais, par exemple, si je prends l'exemple que j'avais avant, du coup, vous savez qu'il va falloir travailler votre diction en anglais. Je suis navrée d'être lourde. Pourquoi tu es navrée d'être lourde? Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout va bien, Soumaya. Mais parfois, quand j'ai confiance en moi, j'ai peur que ce soit le syndrome de Dunning-Kruger. Alors, je ne sais pas ce que c'est du coup, ce que c'est que ce syndrome. Ça ne me parle absolument pas. Je ne suis pas très tendre avec, avec moi-même, je crois. Ah, tu crois? Tu crois que tu n'es pas très tendre avec toi? Je vois pas ce qui te fait dire ça, du tout, Soumaya. En tout cas, effectivement, on fera une séance d'ailleurs sur le dialogue intérieur. Parce que là, clairement, tu l'as laissé s'exprimer. Et il est le bienvenu, il n'y a pas de souci. Mais pour le coup, effectivement, elle n'est pas très tendre avec toi. Et je pense que ça vaudrait le coup de remettre ça au point. Parce que concrètement, il n'y a aucune raison. Et dans tous les cas, si tu ne fais pas le poids par rapport à l'ONU, c'est à eux de le décider, c'est pas à toi. Et s'ils se trompent, c'est de leur faute, c'est pas de la tienne. Du moment où tu es sincère et honnête sur ce que tu mets sur le CV. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis, fais ta part et laisse aux autres leur part. Ne prends pas toute la responsabilité de l'interaction, de la réussite, de voilà. La réussite, c'est le résultat. Ça ne dépend pas que de toi. D'accord? Donc vraiment, Soumaya, je t'invite à prendre tes responsabilités et faire ta part. Parce que tant que tu leur soumets pas ton CV, ta lettre de motivation et tout, mais du coup, tu leur donnes même pas l'opportunité de pouvoir te dire si t'es bonne ou pas, ou si t'es prise ou pas, ou si tu corresponds ou pas. Et même s'ils te prenaient pas, ça voudrait pas dire que t'es pas suffisamment bonne pour ça. Ça voudrait peut-être dire qu'ils ont déjà d'autres candidats, ou voilà. Donc, mais effectivement, travaille un peu ta relation avec toi, ça peut être cool. Dunning-Kruger, les gens les moins compétents se montrent plus confiants envers leurs capacités car ils ignorent l'étendue de ce qu'ils ignorent. Oui, mais à la rigueur, on s'en fiche dans ce cadre-là, puisque c'est pas à toi de juger ce que tu ignores ou ce que tu n'ignores pas. C'est eux par rapport à leur cadre de référence, leur grille de référence. C'est pas à toi de juger là pour le coup. Tu vois? Vraiment, redonne-leur tout leur pouvoir de décision par rapport à qui ils vont prendre pour travailler avec eux. Ils ont le droit de choisir. Et toi, par contre, tu as le droit effectivement de te montrer. Du moment où tu mets des choses vraies dans ton CV, ta lettre de motivation,
concrètement, on n'est pas dans du Dunning-Kruger du moment où t'es dans du vrai, en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en général, les gens qui ont ce syndrome ne se posent pas la question de l'avoir ou pas, hein. Clairement, si je vois à peu près comment ça fonctionne. C'est un peu comme les pervers narcissiques, ils ne se posent pas la question s'ils le sont ou pas. Ou les schizophrènes, ils ne se posent pas la question s'ils le sont ou pas. Bon, celui-là, le dernier, c'est moyennement vrai. En fait, ça dépend du niveau de schizophrénie. Désolée, je ferme la fenêtre, j'ai un peu froid. Donc, Soumaya, tranquillise-toi. Dis-toi simplement que ça dépend pas de toi. Fais ta part. Envoie ta lettre de motivation, ton CV de manière honnête, sincère et vraiment. Et cette idée que vous êtes sur le même pied d'égalité. Toi, tu as besoin d'un boulot ou tu as besoin d'un stage ou je sais pas trop quoi, je sais pas à quel niveau c'était, je me souviens plus. Et puis eux, ils ont besoin de stagiaires, ils ont besoin d'employés, ils ont besoin de personnes pour faire le boulot qu'ils peuvent pas faire tout seuls. En fait, c'est juste ça. C'est deux entités qui ont des besoins et qui vont peut-être trouver à répondre à leurs besoins avec l'autre. Donc, vous êtes sur un pied d'égalité, en fait. T'es pas en train de quémander un boulot. Et si tu as cette vision-là, alors dans ce cas-là, ça vaut le coup que tu travailles dessus pour pouvoir changer ça. Parce que ce n'est qu'une représentation. Tu vois, c'est un peu comme la période où, je dis la période comme si c'était il y a longtemps, mais en fait on a encore un peu dedans, mais bon, voilà, où il y avait la notion de les hommes sont plus forts que les femmes. Tu vois, il y avait vraiment cette période-là, physiquement je veux dire, tu vois. Et à un moment donné, bah, du coup, si les femmes se sentaient moins fortes, du coup elles osaient moins se défendre, ce qui validait le fait que les autres étaient plus forts, tu vois. Et du coup, là on est en train de changer un peu les trucs. Et pour moi, le but, bon, c'est un avis personnel, mais pour moi, le but, c'est qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on est des êtres humains avec des capacités et des limites, en fait. Voilà, peu importe, qu'on soit un homme ou une femme, ça joue pas forcément parce qu'en fait, il y a plein de manières d'exprimer ses limites, plein de manières d'exprimer ses capacités, et que ça dépend du contexte, en fait. Donc, le but pour toi, Soumaya, ça va vraiment être là de te dire, ok, je suis dans une démarche de connaissance de moi. Connaissance de moi, ça veut dire qu'on est dans l'expérientiel, si tu étais là hier. On est dans l'expérientiel, on est dans le fait de se lancer des défis, même si c'est pas confortable, parce que justement parce que c'est pas confortable, c'est là où je vais le plus me développer et le plus apprendre sur moi. Donc, si t'es pas confortable avec cette histoire d'ONU et d'UNESCO, c'est l'occasion idéale pour toi pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir te développer et dépasser des limites qui sont peut-être plus présentes dans ta tête que dans la réalité. Les prophéties autoréalisatrices, mais on est carrément là-dedans. On est vraiment... Alors, moi j'appelle ça les croyances autoréalisatrices, mais c'est le même principe, en fait. C'est exactement ça. J'ai peur de ne pas être prise en master, mais je viens de me rendre compte que j'ai quand même eu confiance en moi pour faire une dizaine de demandes. Hey! Bravo, Émilie! Eh ouais, tu peux mettre le petit au top. Au top, au top. En fait, c'est vraiment... Ne pas être prise en master, ça dépend pas de toi. En fait. Toi, du moment où tu te présentes tel que tu es, ben, après, c'est à eux, en fait, de voir si ça leur convient, si ça correspond à leur grille de lecture, s'ils ont beaucoup de demandes ou pas. Donc, vraiment, enfin voilà, t'as eu le bon réflexe, Émilie, c'est-à-dire de y aller et de dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais. En fait, c'est vraiment ça, hein. Et je le formule à mes patients comme ça, d'ailleurs. Je dis, la théorie, c'est j'ai peur, donc j'y vais. Et si vous avez ça en tête, ben en fait, ça va vous permettre de repousser les limites, enfin vos limites de vos croyances sur vous, vos capacités, ce que vous pouvez faire et pas faire. Et là, vous allez gagner en confiance en vous parce que vous allez vous-même pouvoir valider que vous arrivez à faire beaucoup plus de choses que ce que vous croyez au départ. Ça fait plaisir, non, Émilie, d'avoir quelqu'un qui te félicite. Bientôt, on pourra dire ça à Soumaya aussi quand elle viendra nous dire « J'ai envoyé ma demande à l'UNESCO ». Que tu sois validé ou pas d'ailleurs, hein, la victoire, elle est déjà là, hein, dans le fait d'envoyer. Encore une fois, le résultat ne dépend pas de toi, il dépend d'énormément de facteurs. Donc, n'aie pas... alors, sois prête au cas où ils te disent oui ou au cas où ils te disent non, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, n'aie pas trop d'attente et continue à postuler partout, à regarder. Enfin, voilà, ça dépend tellement de facteurs. Ou alors, si tu veux mettre vraiment tout ton focus là-dessus, ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies un max de points à jouer sur ça, à l'UNESCO. Ça veut dire
peut-être les relancer, ça veut dire peut-être aller te déplacer pour aller les rencontrer, ça veut peut-être... Voilà, peut-être. Tu vois, si vraiment tu veux jouer si tu veux mettre tous tes œufs dans le même panier, ben, ça demande quand même d'avoir la démarche qui va avec. Ok. Sur la confiance en soi, est-ce qu'il y en a ici, à part Émilie, qui, qui nous a exposé un petit truc, mais peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus, Émilie d'ailleurs, et Soumaya, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler de leur confiance en eux, qu'on aborde ça un peu? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de parler en public et pour qui c'est problématique? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas confiance en eux? Je sais pas. Dites-moi, dans les relations de couple, même si on en a quand même pas mal parlé, la fin des études et les premières recherches d'emploi est une période pas évidente à gérer. Oui, c'est la fin d'une période de vie et le début d'une nouvelle, d'un monde inconnu, le monde du travail, et beaucoup de questions et d'appréhension. Mais surtout que vous avez vraiment la vision, en général, du monde du travail comme quelque chose de très différent de ce que vous connaissez, avec des rapports sociaux, des rapports hiérarchiques. Enfin, encore une fois, on est sur un rapport asymétrique, souvent dans les perceptions qu'on peut avoir. C'est oh, cher patron, s'il vous plaît, donnez-moi un travail. En gros, hein, un petit côté comme ça. Alors qu'en fait, concrètement, je le répète, la recherche d'emploi, c'est vraiment vous et vos compétences par rapport à une entreprise et ses besoins. On est vraiment là-dedans. Enfin, il y a vos besoins aussi. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on considère que c'est lui qui a un besoin, alors qu'en fait, lui aussi, il en a. On est vraiment sur les besoins de l'un et de l'autre. Donc, à la rigueur, moi, je propose toujours, en fait, aux gens qui postulent d'être dans une proposition de collaboration plutôt que dans une demande d'emploi. Même dans vos intitulés, en fait, dans vos intitulés pour les demandes de stage et les demandes quand vous voulez postuler à un emploi, je vous invite vraiment à le formuler dans l'autre sens. Dans le sens proposition de collaboration, proposition de compétences. Voilà. Moi, je sais que par rapport à Psycho & Co que j'ai depuis 2012, j'ai eu énormément de demandes de stagiaires psychologues, enfin en études de psycho, sur l'association. J'avais même fait une soirée spéciale pour les étudiants en psycho pour leur expliquer le propos. Mais en fait, les demandes de stage, en fait, toutes les demandes de stage se ressemblent, en fait. Parce que vous voulez tous la même chose, vous voulez un stage. Donc finalement, vous parlez plus du stage que de ce que vous pouvez offrir et proposer, en fait. Donc le but, en tout cas, c'est d'avoir au moins en tête, même si dans la formalisation, ça peut être un peu classique, mais au moins d'avoir en tête que vous proposez vos compétences. En gros, c'est l'entreprise qui aurait de la chance, finalement, de vous prendre dans son équipe, en fait. Vous voyez, c'est vraiment une démarche qui est inverse que je vous invite à avoir. Et vous pouvez très bien avoir les deux démarches, c'est-à-dire envoyer des demandes et envoyer des propositions, puis vous verrez en fait le nombre de retours que vous aurez. Mais concrètement, peut-être que ça changera rien, du coup si ça change rien, c'est pas grave, parce que ça n'a rien changé. Mais peut-être que vous aurez plus de réponses dans l'un ou dans l'autre des cas. Il faut vraiment être en mode expérientiel. Dans tous les cas, vous allez envoyer tellement de CV et de lettres de motivation si vous cherchez à être salarié que ça vaut le coup de faire des expériences, en fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai des psychos, donc forcément, je fais des exercices de psychologie en même temps que mes demandes de stage. J'en ai envoyé, je me souviens, pour le Master 1. Ouais, c'était le Master 1. J'en ai envoyé pareil une centaine de demandes de stage. Et en fait, du coup, je changeais le format, ou je testais des formats un peu différents. Et il me semble me souvenir que j'avais plus de réponses, justement, quand c'était un peu atypique, que quand j'étais vraiment classique. En fait, après, c'était peut-être... ça dépendait peut-être de la conjoncture, à qui je l'ai envoyé. Voilà, faudrait voir à quel point c'est validé scientifiquement, ma théorie. Mais dans tous les cas, dites-vous que des demandeurs d'emploi, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Des étudiants qui viennent de finir leur boulot et qui demandent un emploi, il y en a plein. Donc comment vous allez vous démarquer? Comment vous allez montrer que vous êtes unique, que vous êtes particulier, que vous avez des connaissances, un parcours, une expérience qui ne ressemble pas aux autres? Et ça, encore une fois, ça rejoint la confiance en soi et ça rejoint les connaissances de soi. Tant que vous ne vous validez pas dans votre particularité,
et vous êtes chacun particulier, tant que vous ne vous validez pas, ben, du coup, vous n'arriverez pas à vous montrer et à vous vendre. Vous voyez, euh, à, vous, euh, à vous transcender, en fait. Vous voyez, on est vraiment sur la notion, pareil, de fiche produit, en fait. En gros, si vous deviez faire votre propre fiche produit par rapport à vous-même, et encore une fois, j'utilise la fiche produit dans les recherches d'emploi. Pour les gens qui sont demandeurs d'emploi, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment. Et en gros, j'arrive toujours à leur demander, du coup, ben, c'est marrant, reprenez la fiche produit et faites-la à vous-même. Bon, ben voilà, Soumaya. Voilà. Le produit, c'est une Soumaya. Ok, comment fonctionne une Soumaya? De quoi elle est composée? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité qui fait que c'est un produit unique et que c'est pas le produit d'un autre? Voilà, déjà, elle a pas mal de langues, a priori. Elle connaît pas mal de langues. Voilà, elle peut traduire des choses. Voilà. Dans quel cas est-ce que tu es la plus efficace? Tu vois, et on arrive déjà sur les compétences professionnelles. Mais moi, je suis la plus efficace quand je travaille en équipe. Ou alors quand je travaille tout seul. Ou alors, tu vois, ça va te permettre vraiment... Reprends la fiche produit sous Maya et ça va te permettre de faire vraiment ton, ton, ton CV. D'ailleurs, je me demande si ça vaudrait pas le coup des fois d'envoyer un CV qui ressemble à une fiche produit. Tu vois le principe. Bon, partez pas dans mes délires, mais pour le principe, au moins faites-le vous pour vous. En fait, dans quel cas vous êtes le ou la plus compétente. Dans quel cas il vaut mieux pas vous utiliser. Voilà, quelles sont les choses que vous ne supportez pas. Dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup, au moins vous, d'en prendre conscience pour que, à l'entretien, si on vous propose quelque chose qui n'est pas acceptable pour vous, mais que vous puissiez le dire. Par exemple, si est-ce que vous êtes prêt à travailler le week-end, à travailler la soirée, à travailler pour rien, bénévolement? Est-ce que vous êtes prêt à... Enfin, vous voyez, quand on est sur une recherche d'emploi, ça vaut le coup de se poser toutes ces questions-là. Quelles sont mes limites en fait? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter? Et ça, c'est très important si vous décrochez un entretien d'embauche, puisqu'on a dévié sur le côté emploi ce soir, mais ok, hein, pour moi c'est ok. Si vous avez un entretien d'embauche, il faut que ces questions elles soient très très claires pour vous, parce que sinon vous allez vous retrouver dans une situation où l'employeur peut vous poser ou vous proposer des conditions auxquelles vous n'aurez pas réfléchi, et vous allez avoir tendance à répondre oui, alors que alors qu'en fait vous n'êtes pas du tout ok avec, en fait. Et prenez l'habitude, si vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas répondre, de le dire, tout simplement. Par rapport à ça, moi, en fait, je sais pas, j'y avais pas réfléchi. Si vous voulez, je peux y réfléchir et vous répondre un peu plus tard. Vous voyez, de mettre de la distance, d'assumer que on n'avait pas réfléchi à cette éventualité, que vous voyez, parce que ça peut arriver des fois. Encore une fois, hein, sur la notion. Moi, je travaillais beaucoup du coup sur le retour à l'emploi au féminin pour les femmes qui avaient passé beaucoup de temps sans travailler, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, ces femmes-là, souvent, elles ont des enfants, elles ont un rythme de famille qui est assez soutenu, où elles sont finalement la gardienne du rythme familial et de la réussite scolaire des enfants et tout ça. Et du coup, moi, je leur pose ces questions-là parce que quand elles vont retourner sur le marché de l'emploi, très fréquemment, on va leur proposer de travailler le week-end, on va leur proposer de travailler le soir, travailler les mercredis, travailler, voilà, comme on demanderait à n'importe quel employé. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais la question que je leur pose, c'est finalement, est-ce que c'est OK pour elles ou pas? Et je pousse vraiment, quand on fait des simulations d'entretien, je pousse vraiment le vice jusqu'à demander des choses qui clairement seraient inacceptables pour elles, en fait, pour obtenir un non, qu'elles arrivent à dire non, en fait, que ça ne leur va pas. Et c'est important la capacité à dire non. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'on va faire un truc sur les compétences psychosociales, et ça en fait partie. Donc, prenez vraiment le truc de vous dire, ok, fiche produit, ça aurait le mérite d'être unique et de se distinguer par une touche d'humour. Tu peux tenter, ça dépend à qui tu l'envoies en fait. La fiche produit, pour le coup, ça peut être hyper intéressant. Justement, si tu l'envoies dans un milieu un peu technique ou si tu l'envoies chez des créateurs, tu vois, des trucs un peu des designers ou des choses où c'est dans leur philosophie de vie, leur philosophie de travail, pardon. J'ai du mal ce soir, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc du coup, si c'est dans leur philosophie de travail, ils apprécieront quelqu'un de créatif, en fait. Là, l'UNESCO, l'ONU, je ne sais pas ce qu'ils apprécient. Probablement qu'ils ont l'habitude des choses très formalisées. Mais ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème de confiance en lui ou de confiance en elle ce soir?
Qui a envie de parler de sa confiance en lui, en elle? Est-ce qu'il y a des gens qui, quand ils se sont posés la question de leur confiance en eux, sont tombés en dessous de 5? N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus si vous avez moins de 5 sur 10 en termes de confiance en vous. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ah, Jean Gauthier, on ne se connaît pas. Félicitations d'avoir eu la confiance en toi de pouvoir parler dans le chat, je pense, pour la première fois. Ou peut-être pas la première fois, remarque. Ok. Tu veux qu'on en parle, Jean Gauthier? Ou tu veux nous dire dans quel domaine spécifiquement? Alors, on va pas trop creuser non plus, hein, parce que c'est personnel, mais est-ce que tu t'es posé la question dans quel domaine spécifiquement tu n'as pas confiance? Ou est-ce que tu es vraiment sur oui, j'ai pas confiance en moi de manière globale? Quand je loupe un projet, j'ai toujours... Je pense qu'il me manque un bout de la phrase. Oui, c'est la première. Eh bien, félicitations, Jean Gauthier, d'avoir réussi à parler dans le groupe. C'est pas facile, hein, quand même, de parler. En plus, avec une psy qui rigole comme ça. Félicitations. Alors, bonsoir. Quand je loupe un projet, j'ai toujours... Je pense qu'il me manque un bout de ta phrase, Jean Gauthier. J'ai toujours pas de confiance en moi, peut-être? Ok. Donc, c'est quand tu loupes un projet. Ça veut dire quoi, louper un projet, pour toi? C'est quoi savoir une... Ah, t'as une remise en question. Alors, la remise en question, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, c'est quelque chose de fonctionnel et c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire que, je crois que c'était Einstein qui disait que la vraie folie, ça serait de faire les mêmes choses et d'attendre un résultat différent. Tu vois? Donc, le fait de se remettre en question sur ces procédures ou sur ces processus, c'est une bonne chose. Après, si ça remet en question toute ta vie, c'est là où il faut travailler, effectivement. Il y a une sorte de généralisation aussi sur ça. Voyez-vous un ligne car écrit, c'est pas mon fort. Ok. Bah, après, il y a le... Ça peut être un rendez-vous en ligne, hein, si tu veux une téléconsultation, ça marche aussi. On te donnera les infos, je pense que tu as déjà peut-être eu les infos, il faut prendre rendez-vous sur mesrendez-vous-étudiants.gouv.fr. Tu demandes la psychologue. Alors là, en ce moment, la ville, je crois que c'est Covid-19 ex-Arles Marseille, je crois. Voilà, si tu veux me retrouver, on peut très bien en parler en individuel, effectivement. Mais en tout cas, déjà, franchement, même si tu peux pas en parler, même si tu peux pas en parler là, vraiment, félicitations déjà d'avoir réussi à écrire. En plus, si tu as des difficultés pour écrire comme ça, en plus en public et tout, c'est pas évident. Donc franchement, doublement félicitations. Donc je pense qu'on peut t'applaudir, Jean Gauthier, c'est pas évident. En tout cas, pour les questions de quand je loupe un projet, je me remets en question. Encore une fois, c'est quelque chose de très fonctionnel. Tu devrais être même content de te remettre en question parce que ça va te permettre de t'améliorer. La remise en question, c'est un moyen de s'améliorer. Alors bien sûr, c'est pas forcément la chose la plus agréable au monde, c'est pas la chose qu'on préfère parce que on va remettre en question ses process, sa personnalité, on peut remettre en question énormément de choses, mais toi, peut-être qu'il vaudrait mieux justement savoir exactement quel type de projet tu n'as pas réussi, vraiment de regarder les choses en face et effectivement de te remettre en question, mais de la bonne manière, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que ça pêche? Ben voilà, est-ce que ça pêche sur est-ce que tu n'avais pas compris la demande? Alors là, c'est un projet, donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais si c'est par rapport à la scolarité, est-ce que c'est que tu n'avais pas compris la consigne? Ou est-ce que tu n'as pas réussi à produire une réponse? Ou est-ce que c'est que tu n'as pas réussi à décrire la réponse, ou en tout cas la sortir telle que c'était demandé? Voilà, et puis encore une fois, si c'est un projet pour lequel il y a une validation externe, dis-toi qu'il y a aussi une part qui ne t'appartient pas, qui est la part externe. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi j'insiste que je passe par le téléphone et non par écrit, et une fois que l'on a parlé par l'échange et ensuite par écrit. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, finalement, prends rendez-vous sur la plateforme, encore une fois, je vous le répète, hein, mais pour les étudiants, il y a 5 rendez-vous avec moi pris en charge par votre CVEC. Donc si vous avez besoin de parler, si là je comprends que ça ne soit pas très pratique par le chat, en plus encore une fois c'est un format un peu particulier,
Voilà, on peut très bien en parler dans ces rendez-vous. N'hésite pas, si c'est plus facile pour toi d'en parler vraiment à l'oral. Voilà, les rendez-vous se passent par WhatsApp. Donc, soit par WhatsApp, soit par téléphone, ça dépend des personnes. Voilà, moi, je préfère par WhatsApp parce que j'ai le visuel en fait. J'aime bien vous voir. En fait, en plus, là pour les lives, vous me voyez, mais je ne vous vois pas. C'est un vrai manque pour moi. J'adore échanger avec des gens que je peux voir. Donc ça manque un peu. D'ailleurs, je me demande quelle tête vous avez en vrai, en fait. Parce qu'il y en a plein, je les croiserai dans la rue, je les reconnaîtrai pas du coup. Euh, donc ça serait très drôle d'ailleurs. Ok, donc Jean Gauthier, n'hésite pas à passer par justement par le téléphone si, voilà, si tu veux, mais du coup, il faut prendre rendez-vous sur la plateforme et du coup, à l'heure du rendez-vous, je t'appelle et tout. Donc, tout est fait exprès pour qu'on puisse y arriver, t'inquiète pas. Pas de souci là-dessus. J'ai une web TV et aujourd'hui, je prends beaucoup. Ah, d'accord, d'accord, tu fais de la télé. Et c'est toujours dans le verbal. Mais c'est bien, c'est bien. Encore une fois, le but, c'est pas qu'on ait tous confiance en nous pour tout, hein. L'avantage, c'est qu'on est nombreux et qu'on est complémentaires et que si t'as pas confiance en toi pour quelque chose, il y a toujours moyen de s'arranger, toujours moyen de compter sur quelqu'un pour t'aider. Le but, c'est aussi de s'entraider aussi. Bah ouais, ouais, je sais, je vais être reconnue dans la rue. Il y a 2 fois où des étudiants m'ont reconnue dans la rue. C'est très bizarre, d'ailleurs. Comment on peut faire comprendre simplement aux gens? Alors, tu veux faire comprendre simplement aux gens que tu n'es pas à l'aise à l'écrit, c'est ça? Jean Gauthier? Est-ce que c'est ça? Tu peux juste me mettre oui ou non, comme ça je pars pas sur un délire alors que c'est pas ça. En fait, quand on a une difficulté communicationnelle, que ce soit parce qu'il y a un handicap ou parce que peu importe, dès qu'on est un peu différent, la meilleure manière de le faire comprendre aux gens, c'est juste de montrer qu'en fait on est tous différents. Par exemple, moi, mon fils, mon grand, est sourd. Et souvent on me dit oui, mais du coup, pourquoi il est sourd et comment il est sourd et, enfin, ses collègues de classe me posent énormément de questions par rapport à ça. Et du coup, moi ce que j'explique, c'est que bah regarde, toi tu as des lunettes, lui il a un appareil auditif. Voilà. En fait, c'est juste, en fait, non pas d'essayer d'expliquer le pourquoi du comment de cette différence-là, mais en fait de montrer qu'en fait, t'es pas plus différent, Jean Gauthier, que d'autres personnes. En fait, t'es peut-être plus différent sur ça, mais une autre personne sera plus différente sur autre chose. Euh, donc, pour le coup, le but, c'est juste de ramener au fait, non, je suis pas différent, je suis comme toi, j'ai des particularités, en fait. Donc, voilà, toi, c'est par rapport, enfin, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est par rapport au fait d'écrire. Et encore, là, je trouve que franchement, on se comprend quand même, tu vois. Donc, c'est pas non plus inintelligible. Mais voilà, tu peux dire, voilà, ben moi, je suis pas à l'aise à l'écrit, et puis peut-être que toi, t'es pas à l'aise à l'oral, et peut-être que toi, t'es pas à l'aise à parler en anglais. Et puis l'autre, ben, quand il court bizarrement, et puis un autre. Vous voyez, en fait, on est tous, enfin, moi j'aime bien utiliser cette expression, c'est que on a tous la particularité d'être unique et en même temps on est tous pareils. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là en fait, on est tous uniques, tous différents et tous pareils en fait. Donc euh, il y a vraiment cette notion en fait d'accepter qu'en fait on a tous nos particularités et si vous vous acceptez totalement vos particularités, elles seront d'autant plus acceptables pour les autres. Voilà, tu mets que c'est frustrant, que tu prends sur toi. Ben peut-être que c'est ça en fait qu'il faut que tu peux travailler. C'est pas qu'il faut travailler, t'es pas absolument pas obligé, hein. Mais en tout cas, d'accepter qu'en fait, ben, les gens ne peuvent peut-être pas comprendre ta différence parce que c'est une différence qui est peut-être moins compréhensible que d'autres différences. Encore une fois, si je reprends l'exemple de mon fils qui est sourd, c'est très difficile à comprendre en fait la surdité. Par exemple, parce qu'il a des réactions particulières, parce qu'il ne réagit pas comme on pourrait s'attendre à ce qu'un enfant de cet âge-là réagisse, parce qu'il a des angoisses à certains moments de la journée. Enfin, tu vois, ça peut créer plein de choses qui sont difficiles à comprendre, parce que c'est difficile d'imaginer de ne pas entendre, en fait. C'est un truc qui est un peu invisible, tu vois. Comme plein de troubles psychiques sont des troubles invisibles aussi. Tu vois, par exemple, j'ai une patiente
qui est dépressive depuis très longtemps, ben, ça se voit pas qu'elle est dépressive. Et en même temps, ça joue tellement sur son comportement que du coup, les gens la trouvent bizarre et tout ça. Et c'est compliqué à expliquer, en fait. Mais dans tous les cas, c'est c'est juste de dire, en fait, je suis comme toi, je suis unique. Et ma particularité, en tout cas une de mes nombreuses particularités en tant qu'être unique, c'est le fait bah, que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. C'est tout, en fait. Est-ce que je fais de la kinésiologie? Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai une collègue qui en fait, mais moi je n'en fais pas. Moi je fais de la psychologie, du coup, et de l'hypnose. Et du coaching aussi, pas mal. Ouais. 13 TS, ça commence à chiffrer quand même. Je sais pas si tu te fais accompagner par rapport à ça, mais ça vaut le coup quand même de travailler ou d'aborder les choses, histoire que ça se décale un peu, que tu sois un peu plus serein aussi avec ça. Euh, après, tu fais ce que tu veux, encore une fois, mais... Enfin voilà, je sais pas du tout quel âge t'as, ni rien, je n'ai absolument aucune donnée sur toi, mais voilà, si vraiment ça te pèse et que c'est compliqué, travaille-le avec quelqu'un avec qui tu vas te sentir en confiance pour pouvoir dépasser ça. Euh, et, euh, et puis, voilà, bah, très bien. Si tu te fais accompagner et que tu es serein et bien dans ton accompagnement, franchement, continue à travailler. Il n'y a personne qui est obligé de rester dans un fonctionnement qui le fait souffrir, en fait. Par contre, effectivement, ça demande de se remettre en question, mais de se remettre en question, pas de la manière dont on dirait dans le quotidien, c'est-à-dire de se remettre en question en se dévalorisant et tout. Non, c'est juste de se remettre en question en disant, ok, qu'est-ce que je peux bouger et qu'est-ce que je ne peux pas encore bouger. À terme, on peut tout bouger, mais quelle est la plus petite chose que tu peux bouger pour pouvoir avancer. Moi, je travaille beaucoup en hypnose quand il y a des troubles là qui sont installés, et avec 13 TS, je pense que c'est installé depuis un petit bout de temps. Euh, voilà, je travaille beaucoup avec l'hypnose, mais j'imagine que si tu es allé voir une kinésiologue, voilà, elle peut travailler aussi là-dessus. Quel que soit, je le redis, hein, mais quel que soit l'accompagnement, le type d'accompagnement que vous décidez de suivre, du moment où il vous convient, c'est bon. D'accord? Je ne suis pas là à dire l'hypnose c'est mieux, la kinésio c'est mieux, la psychanalyse c'est mieux. Moi je dis chacun doit trouver chaussure à son pied. Il y a plein de modèles d'accompagnement différents. Il y a plein de professionnels différents. Trouvez juste la personne avec qui vous allez vous sentir bien et avec laquelle vous allez pouvoir utiliser une technique avec laquelle vous êtes bien et qui vous fait bouger. Parce que le but, c'est pas juste d'avoir une technique agréable, hein. C'est aussi d'avoir une technique qui vous fasse progresser. Qu'est-ce qu'une TS? Ce n'est pas pour être intrusive, pour savoir en général. Ok, alors TS, si j'ai bien compris, et si ça ne veut pas dire autre chose, peut-être que je vous ferai une soirée dessus d'ailleurs. Ça ne sera pas la soirée la plus drôle de l'année, je pense. Mais TS, quand on parle de TS, en tout cas en psychologie, chez moi, ça veut dire tentative de suicide. Donc vous voyez qu'on touche des choses un peu importantes pour notre ami Jean Gauthier. Donc dans tous les cas, tu vois qu'il y a du monde qui est là, qui est bienveillant. Donc voilà, si tu es en démarche, encore une fois, continue. Le but, c'est vraiment de garder le fait que ça va progresser. Que si toi, tu as envie que ça aille mieux, déjà, c'est une bonne base pour que ça puisse aller mieux. Tu vois? Donc, continue d'avancer là-dessus. Encore une fois, je ne l'avais pas prévu, mais peut-être que je vais vous faire une soirée là-dessus pour justement repérer les personnes qui sont à risque, les personnes qui sont vraiment mal. Voilà, pour pouvoir les aider au mieux. Soumaya, t'as pas forcément à être désolée. Pour le coup, ça fait partie de son fonctionnement, de son histoire. Voilà. Et encore une fois, le but, c'est pas forcément d'être désolé pour Jean Gauthier, mais juste de dire ok, jusqu'à présent, c'est passé par là. Et voilà. Et de dire que finalement, tu peux très bien changer ça avec un bon accompagnement. Pas tout seul, parce que tout seul, c'est compliqué quand même. Mais en tout cas, ça vaut le coup de travailler ça pour pouvoir aller mieux. Alors, comment vous pouvez expliquer qu'il a fallu avoir la maman meurt et que je me réveille pour avancer? Des fois, il y a des grands chocs émotionnels qui font progresser. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la notion de crise. Je vous avais expliqué la notion de crise en systémie. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a rien qui bouge, le système ne peut pas évoluer. En fait, parce que mine de rien, c'est plus confortable pour le cerveau de ne rien changer quand il n'y est pas obligé. C'est une notion d'économie d'énergie, hein, on est vraiment là-dessus.
C'est un peu comme quand on est au chômage et que on a du mal à se remettre au boulot, sauf quand à un moment donné on se dit on va plus avoir les allocations, là on se réveille et on a envie d'aller chercher du boulot, de ceci, de cela. Des fois ça fonctionne comme ça en fait, tant qu'on n'est pas obligé de bouger, ça ne bouge pas. Et là forcément un décès, ça met le système en crise, donc ça le perturbe, et en fait le fait que le système soit perturbé, là il peut bouger. Et il y a énormément de cas où effectivement un décès, même si c'est triste, même si c'est douloureux, même si ça remet en cause plein de choses, mine de rien, il y a plein de moments où ça peut permettre aussi de déclencher des choses, et surtout si plus ou moins le trouble est associé aussi à la relation avec la personne qui est décédée, ou peu importe, ou avec la mort en général, du coup ça peut permettre vraiment de se réveiller, comme tu dis, et de bouger les choses. Donc peu importe pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça s'est construit comme ça. Le but, c'est de dire, ok, écoute, jusqu'à présent, ça a été comme ça. Et maintenant, parce que j'en suis là, parce que j'arrive à en parler à une psy et à des collègues étudiants, probablement que c'était assez prêt pour pouvoir en parler. Donc, vas-y, travaille dessus et fais-toi accompagner et entoure-toi bien. C'est très important d'être bien entouré pour ça. Mais voilà, pour le coup, n'hésite pas et banco, quoi. Voilà, on est tous derrière toi, voilà, on est tous derrière Émilie et ses recherches de stage enfin bref, franchement, faut aussi profiter du soutien social qui peut être présent ici entre les étudiants. C'est une belle communauté, n'empêche les étudiants, je dis pas que c'est facile entre tous les étudiants, mais il peut y avoir de belles énergies aussi entre les étudiants. Et j'ai l'impression que sur ces lives-là, il y a quand même des belles énergies. Donc n'hésitez pas à vous soutenir et à vous aider les uns les autres. C'est vraiment le but. Alors, vous savez la plus belle chose qui me fait avancer? Non, je ne sais pas. C'est ma chienne. Eh bien, ma foi. Pourquoi pas? Pour le coup, peu importe ce à quoi tu vas t'accrocher et qui va te donner de l'espoir, ou qui va te donner du soutien, ou qui va te donner... Peu importe. Des fois, c'est juste une idée, c'est une valeur, c'est un combat, c'est un chien, c'est un enfant, c'est un projet, c'est peu importe. Du moment où ça t'aide à trouver un repère et à construire autour de ce repère, c'est intéressant. Dans tous les cas, c'est intéressant. Ah, tu vois, il y a du monde. Super. France au top. Comme je comprends, mais je suis sûre que tu as aussi des ressources. Dans tous les cas, tout le monde a des ressources. Ceux qui n'ont aucune ressource ne sont pas là. Clairement. Donc, tout le monde a des ressources. C'est comme de dire que j'ai pas confiance en moi ou dire j'ai pas de ressources. C'est pareil. On a tous des ressources. La preuve, c'est qu'on est en vie. Tous ceux qui discutent là ce soir sont en vie. Donc, vous avez des ressources. Au moins assez de ressources pour pouvoir être là, pouvoir discuter, pouvoir dialoguer, pouvoir échanger. Donc voilà. Et en plus, vous êtes plusieurs. Donc ça, c'est chouette. Et si je peux vous aider avec mon association de communication, n'hésitez pas. Ah, très intéressant. Ok, tu fais de la communication, genre... c'est quelle association de communication? Communication interpersonnelle ou communication, genre de la com, marketing et tout? Parce que du coup, com, ça peut vouloir dire les deux, du coup, je demande évoluer en ce moment dans les deux milieux. Bon, je te laisse répondre. On va arriver bientôt à la fin de ce live qui a été un peu décousu et qui est parti vraiment sur vos expériences, mais c'est bien aussi comme ça. Moi, vraiment, je voyais ces lives vraiment comme des temps d'échange aussi. Et puis en plus, la confiance en soi, ça parle vraiment de plein de sujets différents. C'est très large. Mais le but, c'est vraiment que vous arriviez déjà à vous dire que quand on parle de confiance en soi, on a tendance à tout mélanger et à généraliser. Donc dire j'ai confiance en moi ou dire j'ai pas confiance en moi, c'est vraiment une généralisation. Le but, c'est vraiment d'aller dans les détails, voir là où vous avez confiance et là où effectivement vous n'avez pas encore confiance. Donc, vraiment avec cette formulation pas encore confiance. Et puis deux, donc éviter la généralisation. Deux, valoriser du coup ce que vous arrivez à faire. Trois, comme je le disais par rapport à Soumaya, laisser la responsabilité à l'autre de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ses décisions par rapport à un emploi, par rapport à peu importe. Voilà, faites votre part. Soyez déjà en accord avec vous-même par rapport à ce que vous proposez. Si l'autre
par exemple pour les recherches d'emploi, si l'autre ne vous recrute pas, il peut y avoir 10 000 raisons différentes. Et à la rigueur, est-ce que vous voulez quelqu'un qui ne veut pas de vous? Donc soyez vraiment aligné avec vous. Donc la connaissance de soi sert la confiance en soi. Donc connaissez-vous bien, voyez où sont vos forces et les choses que vous pouvez encore travailler pour pouvoir être mieux. Et puis, la confiance, voilà, c'est aussi d'être ensemble et d'être... voilà, la confiance, c'est alimenté aussi par le soutien social perçu. Donc n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance. Ça va être très important. Ok, on va terminer là pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce live. La semaine prochaine, je ne sais plus. Donc, je le dirai à Anna pour qu'elle vous le mette. Je crois qu'on travaille sur les rêves et les compétences psychosociales. Je ne sais plus dans quel ordre, mais il me semble que c'est ça le programme de la semaine prochaine. Bon, prenez soin de vous et voilà. Passez un bon week-end et à mercredi.